Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour. Je sais bien que ce sera encore une fois sans effet, mais je ne peux m'empêcher de citer d'emblée le bilan sanglant, vraiment meurtrier, de 4 jours de week-end sur les routes. 212 tués, 5500 blessés pour 3500 accidents. Chaque jour de vacances, 53 Français, souvent des enfants, ont donc trouvé la mort, ont laissé leur vie sur une route. C'est assez éloquent pour ne rien ajouter. La Côte d'Azur a vécu une nuit d'angoisse et certains témoins disent même une nuit d'épouvante. Plusieurs milliers d'hommes luttent en ce moment encore contre des incendies que le Mistral attise. Le feu a pris naissance hier, au début de l'après-midi, brutalement et en des points différents, de sorte que les enquêteurs vont s'efforcer de dire s'il s'agit d'incendies habituels en cette saison ou d'incendies provoqués, en attendant de savoir si une main a allumé ces gigantesques feux. Le point tout de suite avec François Cornet. Depuis la Nerthe à l'ouest de Marseille jusqu'à Aise à l'est de Nice, sur 3 départements, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes, 10 000, 20 000 hectares ou plus, on ne le sait pas encore avec exactitude, de forêts et de pinèdes ont jusqu'à présent été ravagés. En Corse, 1000 hectares de pinèdes et de maquis, de Bastia à Ajaccio en passant par Corté et sur la côte est, ont été transformés en un désert calciné par 15 incendies attisés par le Mistral. Après les Bouches-du-Rhône, dans le Var, c'est à 14h30 hier que tout a commencé. L'alerte au feu était donnée près de Plan-de-la-Tour, à 10 km de Sainte-Maxime. Le Mistral soufflait alors à 120 km/h, attisé par ce Mistral, l'incendie descendait rapidement vers Grimaud et Sainte-Maxime. Dès 21h, 5000 hectares de forêt étaient calcinés. Vous pouvez distinguer en noir sur cette carte les régions les plus ravagées par ces incendies. Le littoral méditerranéen et la Corse où l'on a frôlé là-bas la catastrophe, les flammes sont pratiquement venues lécher un dépôt d'explosifs à Valrose. Aux alentours de Marseille, à la Nerthe, l'incendie a pu être maîtrisé vers 4 heures ce matin. Par contre, toujours sous l'effet du Mistral qui s'est remis à souffler, l'incendie de Plan-de-la-Tour a repris avec intensité ce matin. Les flammes avancent dans 2 directions, vers La Martelle et vers les Issambres. À l'aube, 3 Canadaires ont repris leur ronde au-dessus du massif des morts et déversé à chacun de leur passage des tonnes d'eau que le Mistral malheureusement répand un peu au hasard. Pour combattre le front de ces incendies, tous les effectifs de pompiers ont été mobilisés. Dans le Var, on a même fait venir ceux de la Drôme, du Rhône, de la Loire, du Vaucluse et de l'Hérault. Bien qu'aucun bilan officiel n'ait pu encore être dressé, on estime pour l'instant à plus de 10 000 le nombre des campeurs ayant provisoirement fui leur terrain. En dépit des conditions propices pour la propagation des incendies, le Mistral qui souffle dans le Midi et pour lequel la météo ne se montre pas optimiste pour les heures à venir, on se demande en effet si un certain nombre de ces foyers n'ont pas une origine criminelle. Vous l'avez entendu, le vent et le mauvais temps gênent les opérations de secours. En tout cas, les vacanciers de l'Alpe d'Huez et de Champs-Rousse n'en reviennent pas. Ils grelottent en cette saison et ils regardent la neige. En une journée, le thermomètre est tombé là-bas de 40 degrés. Il paraît que le temps devrait s'améliorer dès demain et vous aurez un bon week-end, en tout cas je vous le souhaite. Il y avait un conseil des ministres à l'Élysée ce matin. Dans quelques minutes, nous aurons François-Henri de Virieu en direct. Il attend les explications de M. Léo Hamon, le porte-parole du gouvernement. Cet après-midi, M. Pompidou présidera un conseil restreint consacré aux affaires européennes. C'est un conseil intéressant puisqu'il se réunit après le sommet franco-allemand de Bonn et après la visite à Paris, hier, vous vous en souvenez, de Sir Alec Douglas-Home. De plus, ce matin, Anthony Barber, qui est le monsieur marché commun à Londres, prévoit des négociations très dures avec les 6, car il y aura, dit-il, des intérêts à défendre, bien sûr, à concilier et à partager. La première grande difficulté que rencontre en ce moment le gouvernement Hiss, c'est la première grève nationale des dockers depuis 44 ans. S'il ne craignait pas de provoquer la colère des syndicalistes, M. Hiss serait tenté de proclamer l'état d'urgence qui permettrait à la troupe d'intervenir et de remplacer les grévistes. Pour l'Angleterre, qui est une île, comme chacun le sait, cette grève est un coup dur. L'économie dépend de son commerce extérieur, comme va l'expliquer Stéphane Paoli. Oui, ces 47 000 hommes en grève risquent de mettre gravement en péril l'économie britannique qui dépend plus que tout autre de son commerce extérieur. L'étranger fournit à la Grande-Bretagne la presque totalité de ses besoins en matières premières et la moitié des produits alimentaires qui lui sont nécessaires. D'où l'intense activité qui règne habituellement sur les docks du port de Londres. Aujourd'hui, tout cela est paralysé et si la grève se prolonge, elle portera atteinte à la balance des paiements
qui pour la première fois depuis des années était excédentaire. Mais il y a d'autres conséquences. La panique dans la population qui craint un risque de pénurie alimentaire alors qu'en fait il n'existe pas dans l'immédiate. Les réserves dans les magasins et les entrepôts frigorifiques sont suffisantes pour couvrir une consommation normale pendant plusieurs semaines. L'industrie a également 40 jours de fonctionnement assurés. En revanche, l'industrie automobile d'exportation et les journaux, dont la moitié sont vendus à l'étranger, seront certainement les premiers secteurs touchés par une prolongation du conflit. On comprend mieux alors les dangers que court en ce moment la livre sterling qui s'est affaiblie hier dès l'annonce de la grève. Alors Michel Tardieu, vous êtes en ce moment à la Bourse de Paris. Quelles conséquences pourrait avoir cette situation sur la monnaie anglaise? Eh bien, il y a eu déjà un effet immédiat. Hier, la livre a perdu 15 points sur le marché d'échange, c'est beaucoup, et la Banque d'Angleterre, qui n'est pourtant pas très riche actuellement, a dû puiser dans ses réserves de devises et d'or pour soutenir sa monnaie. Et la situation est grave, vous l'avez dit tout à l'heure, et chacun ne peut s'empêcher de se rappeler qu'en 1966, lorsqu'il y avait eu la grève des marins britanniques, qui avait eu les mêmes résultats, c'est-à-dire le blocage complet du commerce extérieur, eh bien, cette grève avait joué un rôle important dans la dévaluation de la livre de 1967. Elle avait pris une part importante dans cette manipulation monétaire. Et beaucoup de gens ne peuvent s'empêcher de faire une comparaison. Tout le monde se dit que si la situation continue comme elle est actuellement en Angleterre, eh bien, d'une part, les ménagères vont avoir tendance à faire des achats de précaution, comme on dit, ce qui aura pour effet immédiat de faire monter les prix. D'autre part, en même temps que les prix des produits alimentaires monteront, eh bien, l'industrie aura tendance à s'arrêter. Et si l'industrie s'arrête, les Anglais ne pourront plus exporter. Vous l'avez dit, leur balance des paiements allait mieux, mais depuis février, leur balance commerciale est déficitaire. Et l'Angleterre est bien incapable de se payer le luxe d'un arrêt de ses exportations. Hier, Michel Tardieu, la Banque fédérale d'Allemagne avait décidé d'abaisser à partir d'aujourd'hui le taux de discount de 7,5 à 7% pour essayer, tout au moins, de freiner la surchauffe de l'économie ouest-allemande. Alors, n'est-on pas en train de courir vers un été chaud sur le plan monétaire? Eh bien si, je crois même qu'on pourrait dire que les deux choses sont presque un peu liées. Les Allemands ont pris des risques en abaissant leur taux d'escompte parce que c'est une mesure qui risque de relancer leur activité intérieure qui est déjà trop rapide, mais ils espèrent par cette baisse du taux d'escompte décourager les capitaux étrangers de venir se placer en Allemagne parce qu'ils toucheront moins d'argent, et c'est une façon de résister un petit peu aux mouvements spéculatifs qui vont probablement se déclarer avec la faiblesse de la livre anglaise. La situation est d'autant plus grave qu'il y avait deux monnaies malades jusqu'ici, le dollar depuis de longues années et la lire italienne depuis quelques mois. Si la livre, elle aussi, donne des signes de faiblesse très brutaux, eh bien, les États-Unis, qui jusqu'ici avaient soutenu la livre, auront du mal à la fois à défendre leur dollar et à soutenir la livre anglaise. Donc, le dollar risque de se trouver pris dans une situation très difficile pour lui. C'est probablement pourquoi, donc, les Allemands prennent des mesures comme celle d'hier, et aussi pourquoi M. Giscard d'Estaing laisse en place toutes les mesures de contrôle d'échange qui concernent le franc, parce qu'en cas de coup de torchon, comme on dit, sur les marchés monétaires, eh bien la France pourrait être à même de mieux résister elle aussi. Merci Michel Tardieu, nous vous retrouverons tout à l'heure, n'est-ce pas, en direct depuis la Bourse de Paris. D'autres informations internationales, Indochine, on commence à se persuader que toute solution négociée et politique de l'affaire passe par l'accord de la Chine, qui, sorti maintenant de la révolution culturelle, est en train de revenir sur la scène internationale. L'importance de son rôle, Paris l'a souligné à plusieurs reprises déjà, d'où l'intérêt de l'actuel séjour en Chine de M. André Bettencourt, qui était il y a quelques jours dans le bureau de Mao Tse-tung et de Zhou Enlai. Les entretiens que M. Bettencourt, ministre délégué auprès du Premier ministre, a eus avec M. Zhou Enlai se sont déroulés dans une atmosphère cordiale. Pour confirmer le renouveau des relations franco-chinoises, M. Zhou Enlai, Premier ministre et troisième dignitaire du régime chinois, s'est rendu personnellement, pour la première fois depuis 1964, à la réception donnée à l'ambassade de France à Pékin lors de la commémoration du 14 juillet. L'instauration des relations diplomatiques entre la Chine et la France en 1964 n'avait pas conduit à des résultats particuliers sur le plan politique, bien que sur le plan économique, on avait noté un léger accroissement des échanges commerciaux entre les deux pays. Il semble que la visite de M. Bettencourt renforcera ces relations selon le souhait des deux parties. Alors que la délégation française, après s'être entretenue avec le président Mao Tse-tung, poursuit sa visite dans les provinces chinoises, on envisage la possibilité d'une visite en France d'une haute personnalité chinoise dans un avenir assez proche. Certains disent qu'il pourrait s'agir
de M. Zhou Enlai, le Premier ministre chinois lui-même. En tout cas, M. André Bettencourt a beaucoup de choses à raconter dès mercredi prochain lorsqu'il rentrera à Paris. À Prague, le journal du parti Rude Pravo s'en prend encore une fois à la légende d'Alexandre Dubček en 10 000 mots. 10 000 mots qui se réduisent d'ailleurs à une dizaine de mots qui font de Dubček, je le cite, un communiste sans principe, sans courage et prêt à toutes les compromissions. Pourtant, ce communiste n'aurait pas été exclu du parti, écrit Rude Pravo, s'il avait fait son autocritique et s'il avait reconnu que les Russes avaient eu raison d'intervenir à Prague. Moyen-Orient, il se passe décidément quelque chose entre diplomates, ce qui explique ces conciliabules, ces consultations, quelque chose peut-être de positif et de nouveau, en tout cas que les 4 grands qui se concertent à New York devraient bientôt proposer ou imposer aux pays du Proche-Orient qu'ils inspirent ou qu'ils aident. Le général Moshe Dayan est moins optimiste. Il craint que le prochain round ne se déroule pas autour de la table de négociation, mais sur le champ de bataille et dans les airs. Pour les débuts de la 4e année depuis la guerre des 6 jours, Moshe Dayan promet, lui aussi, des larmes et du sang. En Italie du Sud, un problème de régionalisation a provoqué cette nuit des incidents très violents et des heurts entre la police et la population de Reggio de Calabre. Cette population protestait parce que sa ville, Reggio, n'avait pas été choisie comme capitale de la région. Un mort, une 60aine de blessés. Revenons en France pour dire que M. Chaban-Delmas a envoyé hier un télégramme pour rendre hommage à M. Joseph Sauty, un des fondateurs, vous le savez, du syndicalisme chrétien. Les obsèques de celui qu'on appelait simplement, familièrement, le père Sauty ont été célébrées hier à Lens. François Gault. Oui, il était également le président de la Confédération française des travailleurs chrétiens depuis novembre 1964. Il était mineur et hier, les mineurs lui ont rendu un dernier hommage. Voici Joseph Sauty, il était père de 9 enfants. Outre les préfets du Pas-de-Calais et du Nord, outre les représentants des charbonnages de France, de nombreux syndicalistes, CFTC, CGT, CFDT et FO, ont assisté à ces obsèques. Mademoiselle Dienesch, secrétaire d'État à l'action sociale, représentait le gouvernement. Il fut l'homme d'action, a-t-elle dit, qui a profondément marqué le monde du travail et contribué à l'évolution sociale du pays. Joseph Sauty est mort d'une maladie professionnelle, une maladie qui frappe surtout les mineurs, la silicose. Il avait 64 ans. Je voudrais également préciser que notre confrère du Canard enchaîné, mort dans le Besque, et qui est mort à l'âge de 59 ans la semaine dernière au cours d'un reportage au Brésil, sera inhumé demain au cimetière de Nantes. Hier, Télésoir vous présentait la Chrysler France 180, une berline spacieuse et, paraît-il, puissante. Aujourd'hui, voici la Citroën GS, 6 chevaux, 4 portes, 5 places, traction avant. Elle a plusieurs qualités, en particulier son confort. La Citroën GS sera une des vedettes du prochain salon de l'auto. Naturellement, nous en reparlerons. Si un ami vous demandait un jour de quel arrondissement fait partie l'Arc de Triomphe, je comprendrais volontiers votre embarras à répondre. L'Arc de Triomphe et la place de l'Étoile, qui servent depuis plusieurs dizaines d'années à délimiter les arrondissements et les quartiers de Paris, sont situés à la fois dans le 8e, le 16e et le 17e arrondissement. Tout est donc une question de perspective. Michel Drucker, les sports, nous allons commencer naturellement avec le Tour qui reste dans votre secteur le problème numéro 1. C'est un Tour qui est joué depuis longtemps déjà. Absolument, le Tour de France est joué depuis longtemps et sauf accident, le Belge Eddy Merckx arrivera en vainqueur dimanche prochain à Paris avec une avance considérable sur ses poursuivants qui sont résignés, qui courent maintenant pour les places d'honneur. Il s'agit maintenant pour eux d'essayer de se faire remarquer en glanant par-ci par-là les victoires d'étape que Merckx veut bien leur laisser. Hier, c'est un Français qui a gagné, Christian Raymond, après une belle échappée de 40 km. Vous avez sans doute suivi l'arrivée en direct. Aujourd'hui a lieu la 20e étape. Elle est divisée en 2 tronçons. Une première partie en ligne qui se termine dans moins d'1 heure à Bordeaux.
après 234 km d'un parcours très plat à travers les Landes et la Gironde. La deuxième partie est une épreuve contre la montre sur 8 km 500 sur le circuit du lac à Bordeaux. Vous suivrez ces deux épreuves en direct, je vous l'ai dit, à 13h45 la première et vers 17h40 pour l'étape contre la montre. À Stuttgart maintenant. Oui, c'est le deuxième États-Unis, Allemagne de l'Ouest. Événement sportif important d'athlétisme, le match Allemagne de l'Ouest, États-Unis. À la fin de la première soirée, les Américains ont 10 points d'avance, 58 à 48, 6 victoires américaines contre 4 allemandes. La meilleure performance a été réussie par le sauteur en longueur allemand Schwarz, qui avec un bond de 8,35 m a égalé le record d'Europe du soviétique Igor Terovanessian. Schwarz a 29 ans, il a eu une progression particulièrement rapide, puisque l'année dernière, il n'avait pas encore franchi les 8 mètres. Mais avec Alain Bilouin, voyons deux grands moments de cette soirée. Les Allemands de l'Ouest n'ont pas connu une première journée euphorique comme les Français il y a une semaine à Colombes. Ils se sont bien battus pourtant à Stuttgart hier soir, comme en témoigne ce 400 mètres où l'on peut voir en action de gauche à droite sur l'écran Colette, Schlosk, Smith et Jordan. Suivez bien l'Allemand Jordan, 21 ans, à droite, maillot blanc, révélation de l'année sur 400 mètres, meilleur spécialiste européen avec Jean-Claude Nallet. Il a pris un départ plutôt prudent, mais dans le virage, vous allez le voir, il change nettement de cadence. Jordan entre en tête dans la ligne droite, mais les derniers mètres vont être terribles. John Smith et Wayne Colette, en pleine accélération, le dépassent alors irrésistiblement. À l'arrivée, 45 secondes 1 pour John Smith, 45 secondes 3 pour Colette, 45-4 pour Jordan, comme Nallet à Colombes. Le 4x100, lui, est un exercice acrobatique dans lequel les sprinteurs américains font rarement preuve d'habileté. Ils avaient été dominés à Colombes par un remarquable relais français. À Stuttgart, ils ont été plus heureux, mais vous allez le voir, souvent, ils ont frôlé la catastrophe. Au départ, Crockett, maillot sombre pour les États-Unis, Hofmeister pour l'Allemagne. Regardez bien Crockett, il manque de trébucher, et le passage avec Vaughan est plutôt laborieux. Américains et Allemands sont à égalité. La seconde transmission Vaughan-Hart est meilleure. Hart, 22 ans, étudiant de Californie, avale à longue foulée le virage dans un style impressionnant. Nouveau passage très critique avec Taylor, mais celui-ci est beaucoup plus rapide que l'Allemand Egener. Au bout de la ligne droite, 39 secondes 3 pour le relais américain, 39 secondes 6 pour les Allemands. À Colombes la semaine dernière, le relais français avait réalisé 39 secondes justes contre les Américains. Merci Alain Bidon. On se demande quel temps réaliseront les Américains quand ils passeront correctement les témoins. Les autres résultats de cette première partie de ce match Allemagne-États-Unis. Au poids, l'Allemand Birlenbach a gagné avec 20,35 m. C'est le nouveau record d'Allemagne. Au 100 mètres, l'Américain Vaughan a réussi 10 secondes, mais le vent était favorable. Au 400 mètres, l'Américain Ralph Mann, 49,3. Au 1500 mètres, Jürgen May a gagné en 3 minutes 40 secondes, 7 dixièmes. Jürgen May, je crois que c'est cet athlète est-allemand qui avait eu des ennuis à Mexico. Il était passé de l'Est à l'Ouest et à Mexico, il n'avait pas pu courir car il ne séjournait pas depuis assez longtemps en Allemagne fédérale, c'est exact. Ce soir, deuxième partie de ce match Allemagne-États-Unis. Cette deuxième partie, comme la première, devrait être à l'avantage des Américains. Le reportage avec Claude Meigneux en fin de soirée sur la deuxième chaîne. Michel Drucker, une petite question. Qu'auraient pu faire les athlètes français face aux athlètes allemands? Il est difficile de prévoir un résultat, mais on peut penser qu'avec la forme actuelle des athlètes français, le score aurait été peut-être moins brillant, car les athlètes américains vont dominer nettement les athlètes allemands, mais les Français se seraient bien défendus, et il aurait été intéressant de voir Nallet, qui, vous le savez, a réalisé une très grande performance à Colombes face aux athlètes américains. Enfin, nous verrons cela la semaine prochaine, dans quelques jours, puisqu'il y a les championnats de France, et nous verrons quelle est la forme des athlètes français. Tennis, l'Espagne a facilement remporté la finale de la zone européenne, trop facilement d'ailleurs. Les Espagnols l'ont battu la Yougoslavie. Ils mènent 3-0 avant les deux derniers simples qui commencent cet après-midi à Barcelone. Santana et Gisbert ont gagné facilement le double hier. Boxe, hier soir à New York, Griffiths a battu Tiger. Tiger est à droite, Griffiths à gauche, mais c'est bien Griffiths qui a remporté ce match en 10 reprises. C'est un match des poids moyens. Griffiths, vous vous en souvenez sans doute, a détenu le titre mondial de cette catégorie des poids moyens et il en fut dépossédé par le bel Italien Nino Benvenuti. Football, une information importante qui concerne le prochain championnat de France. L'AC Ajaccio, le club corse, qui avait perdu sa place en première division après les matchs de barrage, a été repêché par le groupement des clubs professionnels. Ajaccio fera donc partie des 20 clubs qui forment, vous le savez, la prochaine division professionnelle, une division unique. Ce repêchage est intervenu après l'abandon des Normands de Rouen.
Et football toujours, deux photos amusantes. Il s'agit de la finale de la Coupe du Monde féminin, de football féminin qui a eu lieu en Italie. Et oui, les femmes s'intéressent de plus en plus au football. La récente, ici en France aussi, mais la récente Coupe du Monde y est sans doute pour quelque chose. Voici mademoiselle Christiansen, qui est une Danoise, qui salue la foule. Elle a remporté avec son équipe cette première Coupe du Monde. Mais je peux vous dire que dans toutes les salles de rédaction sportive, il y aura de nombreux amateurs pour suivre ces rencontres de football féminin. Ça, je n'en doute pas, oui. Merci Michel Drucker. France Guérité, le premier sujet de votre chronique, je crois que c'est les colonies de vacances et pour les moustiques, pour les maternelles. Oui, c'est ça, pour les mini, pour les petits-enfants de 6 ans. Parce que vous savez qu'actuellement, les colonies de vacances sont en pleine activité, bien entendu, à travers la France. Mais il existe des colonies maternelles, c'est-à-dire des colonies qui accueillent les enfants de moins de 6 ans. Et justement, nous sommes allés retrouver des enfants qui partaient pour ces colonies et qui, pour certains, se séparaient pour la première fois de leur mère, mais pour aller passer de très belles vacances. Moi, je ne prends pas de vacances, alors je voudrais qu'ils vous en profitent un peu quand même. Parce que dans Paris, vous savez, il n'y a pas tellement d'air. Ça ne vous embête pas de le voir partir tout seul? Si, c'est un peu triste, mais pour son intérêt, je préfère, vous voyez. Les colonies maternelles, ce sont ces colonies de vacances pour les petits de 4 à 6 ans. Presque aussi anciennes que les colonies de vacances pour les plus grands, elles correspondent à un besoin évident pour les enfants et pour les parents. Plus les enfants sont jeunes, plus ils ont besoin d'espace pour évoluer. Les activités de ces vacances sont très variées, mais l'eau reste un élément attractif de première importance. Ces séjours sont organisés par la Fédération française des œuvres laïques, mais les enfants sont généralement envoyés par l'intermédiaire des caisses des écoles ou des comités d'entreprise, car individuellement cela revient relativement cher compte tenu de l'importance de l'encadrement. Environ une monitrice ou un moniteur, des étudiants ou des jeunes instituteurs, pour 4 ou 5 enfants. C'est l'occasion pour chacun d'apprendre à vivre en société et même de prendre quelques responsabilités. Mais on a beau être en vacances, l'emploi du temps est respecté et pas question d'oublier de se laver les dents avant la sieste quotidienne. À 4 ans, la vie familiale est souvent préférable à la vie de groupe. Mais ici, tout se passe bien, sans drame. Madame, est-ce qu'ils ne sont pas trop jeunes, ces enfants, pour partir tout seuls en vacances? Écoutez, madame, bien sûr, il y a des fois des problèmes, mais la plupart de ces enfants-là sont des enfants qui sont déjà scolarisés, si je peux dire. Enfin, ils sont habitués à aller à l'école maternelle. Alors, ils ont déjà l'habitude de la séparation. Par conséquent, quitter maman, pour eux, n'est pas quelque chose de nouveau. Évidemment, nous en avons quand même parmi eux, pour qui la séparation est une chose délicate. Alors, nous essayons de les sécuriser. Évidemment, le soir, ils couchent avec leur petit ours. Nous leur laissons leurs valises le premier soir, nous ne les défaisons pas. Ils dorment avec leurs affaires à côté d'eux. Et quand ils ont parcouru le lieu, qu'ils ont visiter la propriété, qu'ils ont pris, comment dirais-je, une confiance déjà dans les lieux, qu'ils nous connaissent un peu. Alors à ce moment-là, nous vidons les valises, ils acceptent et la sécurité est assurée. Les philatélistes se mettent aussi en vacances et la rubrique de Jacqueline Cora s'en fait l'écho, avec notamment une exposition évoquant la chasse et la pêche. À Nouan-le-Fuselier, jolie petite localité du Loir-et-Cher, s'est tenue l'exposition Chapex 70, sigle qui signifie que cette exposition fut consacrée à la chasse et à la pêche. La philatélie, qui n'ignore aucun des sujets qui peuvent attirer à elle le grand public, propose sur ces deux thèmes un nombre impressionnant de timbres de tout pays. En cette année européenne de la protection et de la conservation de la nature, il est bon de se familiariser avec les différentes espèces qui vivent dans nos champs, nos forêts ou nos rivières pour distinguer celles réellement nuisibles de celles que l'on croit telles.
Le jeune philatéliste, tout comme l'amateur chevronné, trouvera, à travers les vignettes postales et les cartes maximum consacrées à la chasse ou à la pêche, un vaste champ de recherche, par là même un plaisir sans cesse renouvelé, augmenté de l'agrément de voir paraître constamment des nouveautés sur ces deux thèmes internationaux. Notre administration postale nous annonce à partir du 21 septembre la mise en vente d'un timbre de la série d'usage courant de poste aérienne représentant Mermoz et Saint-Exupéry. La liste des timbres erronés s'allonge. On sait qu'il y a plus de 300 vignettes qui comportent dans leurs dessins, leurs légendes, des erreurs historiques, géographiques ou autres. Et immédiatement, on songe au timbre de Saint-Kitts-Nevis qui représente Christophe Colomb regardant de son navire la côte américaine avec une longue vue, alors qu'on sait très bien que cet instrument n'a été découvert qu'un siècle plus tard. Très récemment aussi, il y a eu un timbre du Congo représentant une annonciation de Botticelli, portait en légende Assomption. Et aujourd'hui, c'est la République du Yémen, fertile en émissions consacrées aux œuvres des grands maîtres de la peinture, qui nous propose une perle. Voici ce qu'il en est. Un des tomes de la série consacrée aux œuvres qu'abrite le musée des Offices à Florence représente le célèbre portrait du duc d'Urbain, Frédéric de Montefeltre. Or, le peintre Piero della Francesca a également fait le portrait de l'épouse du duc. Et le graveur du timbre, lui, a inscrit sous le portrait du duc le nom de la duchesse, Battista Sforza. Voilà un petit jeu supplémentaire de vacances. Amusez-vous à rechercher les timbres erronés. Des émissions nouvelles qui, elles, ne comportent pas d'erreurs, tout au moins jusqu'à présent, ne s'en est pas aperçu. Ce sont celles qui ont été émises par la Grande-Bretagne et les pays rattachés à la couronne britannique pour célébrer le centenaire de la mort de Charles Dickens. Fils d'un petit fonctionnaire, Dickens naquit à Portsmouth. Très jeune, il dut travailler en usine et cela le marqua pour la vie. Destiné par la suite au barreau, il abandonna la jurisprudence pour la littérature. Excellent reporter, il se fit remarquer notamment par ses scènes de la vie anglaise. Et ses premiers romans mirent en relief son talent humoristique. Ce fut le cas avec M. Pickwick. Avec Micawber, personnage pompeux et pittoresque, nous devons également à Dickens, dans cette œuvre, des pages inoubliables consacrées à l'enfance d'une exceptionnelle vérité. De même dans Oliver Twist, où transparaît l'obsession de sa jeunesse malheureuse et de ses humiliants souvenirs. Et qui n'a pas été ému par la touchante petite Nell du magasin d'antiquités et les misères des héros des grandes espérances. Mais Dickens fut aussi un auteur de romans historiques, comme nous le rappelle Barnaby Rudge et L'histoire des deux villes, qui dénonce les maux dont souffre la société anglaise du XIXe siècle. Fut-il un contestataire de son époque? En tout cas, un souffle véhément de révolte sociale souffle dans son Christmas Carol. Observateur impitoyable, Dickens le sera également en dépeignant Martin Chuzzlewit, ce monstre d'égoïsme. On doit au grand romancier une histoire d'Angleterre également pour les enfants et encore bien d'autres œuvres que les timbres-poste n'ont pas encore évoquées. Lorsque Charles Dickens s'éteindra, miné par de dures épreuves morales et physiques, André Mauroy rapporte qu'un petit garçon demanda « Monsieur Dickens est mort? Est-ce que le Père Noël va mourir aussi ?» Eh bien, Michel Tardieu, vous nous avez déjà entretenu de la situation préoccupante en Angleterre. Pouvez-vous nous tracer le climat de la Bourse de Paris aujourd'hui? Bien, la situation est plus détendue à la Bourse de Paris. Les boursiers vont peut-être dire encore une fois que Paris suit moins bien New York à la hausse qu'à la baisse, parce que Wall Street hier s'est ressaisi. Les Américains, selon qu'ils considèrent l'actualité économique immédiate ou les promesses d'amélioration qu'on leur fait, eh bien, vendent ou achètent, et les fluctuations en dents de scie continuent. Donc Wall Street était bon hier, on s'attendait que Paris soit en hausse assez vive aujourd'hui. En fait, la séance est encore soutenue, mais peut-être un peu moins qu'hier, un peu plus indécise qu'hier. Il y a cependant de nombreux points de fermeté. Aux étrangères, il faut signaler la fermeté des Allemandes, parce que la baisse du taux d'escompte a été pour les industriels allemands qui s'attendaient plutôt à des resserrements de crédit une bonne surprise. Et la bourse a monté en Allemagne et les valeurs allemandes montent aujourd'hui à Paris.
Les boursiers français, bien sûr, s'intéressent à tous ces problèmes monétaires, mais il y a aussi des informations industrielles françaises qui retiennent leur attention. Et notamment, l'affirmation faite ce matin par notre confrère Les Échos, selon laquelle le gouvernement va finalement accepter le rachat de Bull dont vous voyez le cours en ce moment, 90 après 86, va finalement accepter le rachat de Bull par la société américaine Honeywell. Vous vous souvenez qu'au mois de mai, la General Electric, propriétaire de Bull, annonçait la vente de tout son département informatique à un spécialiste de l'informatique américain, Honeywell. General Electric devenait actionnaire d'Honeywell. À cette occasion, un certain nombre de partisans des ordinateurs bleu, blanc, rouge avaient dit « reprenons Bull », ou plus exactement que l'État et les sociétés françaises intéressées reprennent Bull et marions Bull avec la C2I, la société française d'ordinateurs. Les entreprises françaises qui étaient concernées, qui auraient été concernées par cette opération, comme Thomson CSF, n'étaient pas chaudes du tout pour ce mariage. Elles faisaient remarquer que le repli de General Electric, le géant américain, eh bien, montrait à l'évidence que la construction d'ordinateurs coûte très très cher. Finalement, les réalités financières semblent l'avoir emporté et elles ont amené le gouvernement à accepter la solution américaine avec des conditions, disent les Échos, mais à l'accepter quand même. Dans un autre secteur, pas très éloigné de l'informatique, le téléphone, eh bien, une solution française a presque prévalu. Cette fois, c'est une filiale de la CGE, qui s'appelle la Compagnie Industrielle de Télécommunications, CIT, qui a pris une participation de 16% dans la société française des téléphones Ericsson. La CIT, semble-t-il, espérait prendre une participation plus importante, mais la société Ericsson de Suède, la mère des téléphones Ericsson de France, pense que le téléphone est une bonne affaire en France, où les besoins, comme chacun sait, sont très considérables. Finalement, elle a conservé la majorité dans sa filiale. La prise de participation de la CIT dans les téléphones Ericsson s'accompagne d'accords techniques. Les deux sociétés rationalisent leur production et développent leurs études communes dans tous les secteurs qui les intéressent. Elles vont constituer désormais le plus gros groupe du marché français dans le domaine des téléphones, devant les filiales du géant américain ITT. Voilà les informations qui font parler les boursiers, les informations qui reposent sur des faits, mais il y a aussi toujours les bruits de bourse. Et il y a un bruit de bourse persistant depuis plusieurs semaines, c'est celui selon lequel BSN, le verrier bien connu, et célèbre depuis une certaine affaire Saint-Gobain BSN et Perrier seraient sur le point de se rapprocher. On dit même que les deux groupes seraient complètement tombés d'accord sur le principe de ce rapprochement, mais que les modalités seraient difficiles à mettre au point. Ça n'est pas étonnant parce que ni M. Antoine Riboud, le président de BSN, ni M. Gustave Leven, le président de Perrier, n'ont l'habitude de sous-estimer la valeur de ce qu'ils vendent ou de surestimer la valeur de ce qu'ils achètent. Donc là encore, une affaire à suivre. Sur le marché de l'or, dont vous voyez les cours en ce moment, eh bien malgré les divers mouvements monétaires, on reste d'un calme olympien. La barre et les pièces s'effritent encore un petit peu aujourd'hui. Le Pinel, lui, je crois, est toujours en hausse. Oui, il est à 159,10 contre 158,50 hier. Il continue donc à se raffermir. Ici, la Bourse de Paris. À vous, France Guérité. Merci, Michel Tardieu. Au revoir. Bonne journée à tous.